Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être encore venus nombreux ce soir, malgré la pluie. Alors ce soir, on a le grand plaisir de recevoir Patrick Giraudoux, qui est professeur honoraire d'écologie. On dit pas honoraire, on dit émérite à l'université, c'est vrai. Professeur émérite d'écologie, membre de Chrono Environnement, membre de l'Institut universitaire de France, parce que ça c'est à vie. Et puis surtout l'un des auteurs du rapport dont il va nous parler, dont il va être question ce soir. Donc un grand merci Patrick d'être venu nous parler ce soir. Bon, je vais dérouler la présentation. Ça va prendre, je suis bavard aussi, ça peut prendre 3/4 d'heure. S'il y a des trucs qui vous bloquent d'emblée, vous n'hésitez pas, vous levez le doigt et puis à la limite, on arrête, on s'explique, hein. Et puis sinon, bien sûr qu'après la présentation, on aura un temps d'échange qui permettra de revenir sur des questions que vous poseriez, des compléments que vous voudriez apporter, des commentaires, enfin tout ce que vous voulez. Alors, le sujet de ce soir, en fait, c'est... bon, vous avez vu le titre, c'est un titre qui m'a été, comment dire, inspiré par, comment dire, par le rapport lui-même. C'est biodiversité, eau, alimentation, santé, climat, tout est lié. Alors, ça vient d'où? Eh bien, ça vient d'une évaluation qui a été faite par l'IBES. Alors, vous voyez sur la diapo, on voit IPBES. Bon, j'ai appris en étant co-auteur de ce rapport qu'on ne disait pas IPBES, c'est IBES. Bon, ça va plus vite. Alors, attendez que je vois, que je puisse passer. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que l'IBES? C'est déjà peut-être la première question à se poser. Alors, il y en a certains qui le savent, beaucoup qui ne le savent pas. On peut le présenter comme le GIEC de la biodiversité. C'est-à-dire c'est un organisme onusien qui a pour but non pas de produire de la science, mais de faire l'état de la science dans un langage qui soit accessible aux politiques. Donc c'est exactement la même vocation que le GIEC qui fait ça pour le climat. Alors le GIEC le fait depuis très longtemps, je crois qu'il a été créé en 1988 ou 9, je ne sais plus exactement. L'IBES, c'est 2012, donc c'est beaucoup, beaucoup plus récent. Donc on n'a pas tout le capital d'expérience du GIEC, mais toujours est-il que vous avez un panel sur la diapo de, comment dire, des évaluations qui ont déjà été produites par l'IBES, il y en a une trentaine. Alors comment ça se passe ? On va être bref là-dessus parce que ce n'est pas ça qui est le plus important, mais il faut se rendre compte de comment s'élaborent ces recommandations. La première étape, là vous avez la chronologie de l'évaluation Nexus dont je vais vous parler. En fait, il y a un panel de scientifiques qui, avec des politiques, va définir ce que les organismes internationaux et la science du moment définissent comme des sujets importants. Et ils définissent ce qu'on appelle derrière un scoping report, c'est-à-dire un rapport de contenu, en gros, une demande de contenu, qui doit être validé par les 147 États membres. Maintenant, ils sont 152, mais à l'époque, ils étaient 147 de l'IBES, et qui enclenche en quelque sorte l'évaluation. Alors, comment elle s'enclenche? Eh bien, il y a le panel multidisciplinaire permanent de l'IBES va nommer un certain nombre de présidents de l'évaluation. Au départ, pour le Nexus, il y en avait 3. C'était David Obura, Pamela McKelvey et puis Paula Harrison. Ces 3 personnes vont examiner toutes les candidatures à l'expertise. Alors, comment ça se passe pour les candidats à l'expertise? Dans mon cas, c'était très simple. Je ne voulais pas y aller. Je venais de prendre ma retraite. Et je me disais que j'avais autre chose à faire que d'être dans une bureaucratie à l'ONU. Bon. Et c'est le CNRS qui m'a poussé à le faire, eu égard à l'expérience interdisciplinaire que j'avais accumulée au cours de la carrière. Donc je me suis décidé à y aller quand même, parce que je me suis dit que peut-être je ne me regarderais pas trop dans la glace, parce que l'évaluation dont je vais vous parler, elle était vraiment dans l'esprit et l'objectif de ce que j'avais essayé de faire pendant que j'étais en recherche active, on va dire ça comme ça. Donc j'ai dit oui, et puis je n'ai pas regretté finalement, parce que je vous expliquerai pourquoi après. Donc on a des milliers de candidatures qui viennent de tous les pays possibles et imaginables. Chacune est validée par le ministère des Affaires étrangères, mais une fois qu'il est validé, on n'a plus rien à voir avec le pays. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour défendre les intérêts de la France, de l'Allemagne ou de l'Europe ou des États-Unis. On est là en tant que scientifique. Bon, et ça a bien marché. Personne ne nous a fait le cirque en disant mon pays dit ça ou mon pays ne dit pas ça.
Parmi les milliers de candidatures, eh bien, le panel, les 3 personnes dont je vous ai parlé, choisissent des panels. Et là, il y a 65 personnes qui ont été choisies pour faire cette évaluation. Donc, on les met en route. Ça a commencé on va dire en janvier 2022, où j'ai reçu une lettre comme quoi j'étais pris, parce qu'en plus, je comptais ne pas être pris. J'ai dit, je vais candidater, mais comme il y en a plein, je ne serai pas pris, donc je serai tranquille. Donc, ça n'a pas marché. Et on s'est réunis virtuellement déjà, en visio. Et puis, on a eu une première réunion en septembre 2023, dans ce cas-là, pour faire un premier jet du rapport. Et ce qui était magique, je vous l'expliquerai aussi après, c'est que la mayonnaise a pris tout de suite. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé de bureaucratie. Et je n'ai pas trouvé non plus de gens qui n'étaient pas prêts à travailler en interdisciplinarité. Et ça, c'était assez magique parce que ce n'est pas si facile que ça, dans la mesure où la sélection des 165 experts devait se faire avec une parité, en tout cas proche de la parité. Là, ça a plutôt marché, il y avait une majorité de femmes, avec une distribution dans tous les pays du monde pour tenir compte des grandes aires biogéographiques, et puis aussi une distribution dans les disciplines, parce que c'était un sujet qui était interdisciplinaire. Donc on devait aller des sciences les plus humaines aux sciences les plus inhumaines. Et donc tout ça, vous imaginez, avec 165, ça ne fait pas beaucoup en fait de représentants par catégorie, si on peut dire ça comme ça. Et avec toutes les chances que des gens aussi différents puissent ne pas s'entendre. Eh bien non, ça n'a pas marché. Enfin, ça a plutôt bien marché, les gens se sont entendus. Donc, février 2023, première évaluation externe, c'est-à-dire qu'on a à ce moment-là soumis le premier jet à une évaluation. Ça peut être vous, n'importe qui, ou il suffit de s'inscrire. Donc ça veut dire que en fait, les évaluations IBES se veulent transparentes. Pourquoi ? Parce que tout au début, il y a eu des couacs et il y a eu des infiltrations de certains lobbies qui ont cherché à manipuler, notamment sur le rapport sur la pollinisation, les choses. Donc maintenant, c'est transparent, c'est-à-dire que dès qu'il y a une évaluation, on a un premier run d'évaluation et tout le monde peut y avoir accès, il suffit de s'inscrire. Donc on refait ensuite le deuxième jet, en tenant compte des évaluations. Alors pour vous donner une idée, le chapitre 1 dont je m'occupais, il a eu 800 et quelques remarques. Et on est astreint réglementairement à répondre une à une à toutes les remarques. Bon, alors soit pour les rejeter, mais il faut justifier pourquoi, soit pour les accepter, c'est une amélioration du rapport. Donc la deuxième version du rapport est arrivée en mars 2024. Et là, on a remis un run d'évaluation qui s'est passé en juin 2024. Là, c'est plutôt les gouvernements et les experts qui sont requis à procéder à cette évaluation externe. Entre janvier 2024, donc en mars 2024, le rapport 1500 pages est produit dans ce cas-là et doit faire l'objet d'un summary for policymakers, ça veut dire d'un résumé pour les décideurs. C'est ça que les politiques vont valider. Et ça, c'est fait au printemps 2024 et ça a été approuvé par les 147 États membres en décembre 2024. Vous voyez, le système, c'est un système qui est itératif et qui fait qu'à toutes les étapes, on a quand même un certain nombre de vérifications de ce qui est dit. Alors, l'étape finale de validation, ça peut être costaud. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des États qui disent « Ah ben non, moi, je ne suis pas d'accord avec ci ». C'est toujours les scientifiques qui auront raison. C'est-à-dire qu'on peut modifier les formulations, si elles ne sont pas compréhensibles, par exemple, mais on ne peut pas dire ce qui n'est pas prouvé d'un point de vue scientifique. Bon, donc, du coup, voilà. Hein. Donc, ça, finalement, ça a été approuvé, mais ça a été une partie de bras de fer. Il y avait des États qui ne voulaient pas entendre parler du mot « crise » dans le rapport. Bon. Alors, donc voilà les gens qui ont travaillé, hein, donc les 4 coprésidents au-dessus, plus Anne-Marie Gaudry qui est la secrétaire générale, et puis ma foi, bon, il y a des gens de tous les pays. Vous voyez qu'il y en a un Sud-Américain qui est en train de boire son maté, c'est Lucas, hein, avec une collègue espagnole, etc. Bon, c'est pas que du labeur, il y a aussi du plaisir à rencontrer des tas de gens. Alors le problème qu'on avait à résoudre, c'est que le monde est confronté à des crises qui sont interdépendantes. Alors, ces crises, vous les avez en bleu, là. Perte de biodiversité, ça, c'est pas un scoop, hein, ça avait déjà été évalué en 2019. D'insécurité hydrique, alimentaire, de santé et de changement climatique. Et elles s'amplifient les unes les autres. Alors ça, c'est pas un scoop, mais c'est quelque chose dont on avait la prescience au départ du rapport et qui s'est trouvé confirmé par l'analyse scientifique qui a été faite. Et une des conclusions du rapport, ça a été de constater que les traités en silos séparés est inefficace et très contre-productif. On va voir combien ça coûte, ces bonbons. Hein.
Alors, pour bien comprendre le sel de ce qui va venir, bon, on va réviser un peu. Désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu sur ce sujet, sur des conférences sur la biodiversité ou encore One Health ou des choses comme ça. Il y en a qui m'ont déjà entendu? Aïe, 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 oui, Dominique, ok. Ouais, ouais, bon, ok, désolé les deux, ça fait deux. On va repartir donc sur des choses que vous connaissez sûrement déjà. Mais il faut partir des faits. Bon, le premier fait qu'on peut constater à la surface de cette planète, c'est qu'on est dans une mutation démographique. On est passé en un siècle de quelques 4 milliards d'habitants à 8 milliards d'habitants. Est-ce que je dis des bêtises, 2 milliards en début du XXe siècle à 8 milliards maintenant. Donc ça veut dire qu'en un siècle, on a multiplié la population par 4. Donc ce qui est colossal, compte tenu, vous voyez, de ce qui s'est passé avant, c'est une lente stagnation démographique jusqu'au XIXe siècle pratiquement. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que si on regarde en plus la consommation d'une certaine manière, et si on la mesure par le PIB, bon, le PIB, c'est à la limite une bonne mesure de l'énergie qui est dépensée et de l'empreinte écologique. Eh bien, au XIXe siècle, il était d'à peu près $600 par habitant, et maintenant, il est de près de $8 000 par habitant. Alors ça veut dire quoi? D'abord, ça cache des inégalités épouvantables, c'est-à-dire que des inégalités entre le sud et le nord, et puis des inégalités entre le sud et puis le nord, mais aussi des inégalités internes à chaque pays, y compris en France. Bon, alors on ne va pas s'attarder sur ces inégalités parce que c'est pas que c'est pas le sujet, mais on n'a pas le temps. Mais ce qu'il faut voir dans le constat là, c'est que le 2 milliards du XXe siècle, il fallait le multiplier par 1, et le 8 milliards de maintenant, il faut le multiplier par à peu près 14 pour tenir compte de la différence de PIB. Donc c'est un peu comme si on était 14 fois 8 milliards d'habitants du 19e siècle, en termes d'empreinte écologique, d'empreinte tout court, de consommation d'énergie. Donc on est vraiment devant une situation qui est absolument inédite, qu'on a appelée l'Anthropocène ou le Capitolacène. On a parlé de grande accélération, vous en voyez déjà une matérialisation. Bon, on ne la situe pas toujours là, mais enfin... Alors, est-ce qu'on a bien réagi? Ben oui, on a plutôt bien réagi, parce que si je fais un zoom sur la période 60-2000, eh bien, face à une augmentation explosive de la population, ben, d'un point de vue agricole, on a réussi à faire face. Pas parfaitement, il y a encore pas mal d'endroits où il y a des famines, bien sûr, mais on a augmenté la production alimentaire végétale, la production animale, et on l'a fait à surface constante. Parce qu'en gros, tout ce qui est cultivable à long terme est cultivé, pour le moment, sur la surface de la Terre. Alors vous allez me dire, bah oui, mais on peut cultiver dans la forêt équatoriale, on peut déforester, on peut gagner... Oui, mais non, c'est-à-dire qu'on peut. Mais en 3 ans, votre sol, il est stérile, et votre culture va être dépendante d'engrais. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir des systèmes agricoles stables sur le long terme, hautement productifs, dans les pays qui, pour le moment, n'ont pas déjà utilisé les terres qui s'y prêtaient. Donc c'est bien à surface constante pour une agriculture durable. Alors le résultat de ça, de ce pari réussi d'une certaine manière, c'est quand même quelque part des conséquences qui sont problématiques. Alors on commence à les mesurer maintenant, parce que l'agriculture qu'on a inventée, la révolution verte dans les années 50, ça a été l'agriculture qu'on appelle maintenant conventionnelle, qui a eu ses mérites, dans la mesure où par exemple, sur l'Europe, l'Europe était dévastée par une guerre atroce, dont vous avez, j'imagine, tous mémoire. Il a fallu nourrir non seulement la population, mais aussi nourrir le monde à ce niveau-là. Et donc, on l'a fait à grand renfort de quelque chose qui avait été produit par la guerre, c'est-à-dire une meilleure industrie chimique, notamment des engrais azotés. C'est très proche, les engrais azotés, les explosifs. Mais donc on a pu s'adapter. Et une énergie qui coûtait rien, ou pratiquement rien, charbon, pétrole, gaz aussi. Et donc on a pu produire tout un tas de produits chimiques, herbicides, fongicides, bactéricides, insecticides, engrais, etc., qui sont utilisés en agriculture conventionnelle. Alors on verra que c'était bien à l'époque, on croyait que c'était bien à l'époque, et on n'a pas mesuré les conséquences qu'on est en train de subir maintenant. Le deuxième point qui a accompagné cette révolution verte, c'est un changement complet social. C'est-à-dire que pour le moment, les agriculteurs en France, c'est 2-3% de la population en profession agricole. Dans les années 50, c'était 40%. À peu près. Et avant, c'était encore plus. Bon. Donc on a une population agricole qui est devenue extrêmement productive, donc libération de la main-d'œuvre qui s'est urbanisée.
ma génération, mes parents, mes oncles et tantes, c'était souvent des fils de paysans qui allaient à Paris faire policier, aller tenir un magasin, etc. etc. Ça a été un basculement ces années-là. Et donc, urbanisation de la population, 70% de la population mondiale sera, sera urbaine en 2050. En France, on est déjà à 80% urbain au sens de l'INSEE. Alors, c'est un sens un peu exagéré, on va dire, parce que ça inclut des petites communes rurales de plusieurs milliers d'habitants qui sont considérées comme urbaines. Bon, donc c'est un petit peu exagéré de dire qu'on est quand même, on n'est pas dans des grandes villes, là, hein. Mais quand même, il y a une tendance à remplir les grandes villes. Et puis le dernier point, c'est cette extinction des espèces qui est concomitante à la population humaine, qu'on connaît bien, hein. Les causes, on les connaît, hein, mais vous voyez qu'elles sont directement dépendantes de cette empreinte démographique et consommatrice. Hein. Destruction d'habitats terrestres et marins, surexploitation des populations animales et végétales. Bon, les poissons marins, notamment, vous en savez quelque chose, on y reviendra. Changement climatique, ça on en parle toutes les 5 minutes à la radio. Pollution agricole, industrielle, domestique, hein, il n'y a pas que l'agriculture qui est polluante. Et puis, propagation anthropique d'espèces invasives due au développement des transports, qui fait qu'on peut transporter très rapidement une espèce d'un bout du monde à l'autre. Alors, toute espèce, à un moment donné de sa vie, a été invasive, mais là, on a une accélération qui est due au transport humain. Donc, on voit débarquer des dizaines et dizaines d'espèces qui n'ont rien à faire dans les écosystèmes où on les met. La plupart n'y résistent pas, mais certaines d'entre elles peuvent se développer. Et vous avez derrière le frelon asiatique, des plantes invasives de tout type, etc. etc. Bon, alors les constats. Les constats, voilà. La première crise qu'on a pour le moment, pas première en ordre d'importance, hein, je ne hiérarchise pas, hein, c'est déjà tous ces polluants dont on ne sait pas quoi faire. Et on découvre de plus en plus des substances dont on ne mesurait même pas l'impact et encore moins la concentration. Hein. Pour vous donner une idée, vous avez 350 000 polluants, enfin non, quand je dis ça, je ne suis pas objectif, 350 000 substances chimiques qui sont enregistrées, il y en a 3 nouvelles tous les jours, il y en a très peu qui, elles, sont évaluées du point de vue de leur impact sanitaire et environnemental au niveau où il faudrait qu'elles le soient. Hein. Pour vous donner une idée aussi, en France, il y a 50 000 à 70 000 tonnes de produits phytopharmaceutiques, de pesticides en fait, hein, c'est ça que ça veut dire, qui sont vendus hexagone plus outre-mer. Alors vous avez des rapports qui ont déjà été produits à la fois sur les effets sur la santé et les effets sur les écosystèmes, hein, par l'INRA et par l'INSERM. On aimerait bien ne pas entendre qui aurait pu prévoir quoi. Hein. Bon. Parce que tout est prévu depuis quand même pas mal de temps et ça se confirme itérativement par les rapports qui sont produits régulièrement. Alors, les constats qu'on fait, c'est qu'on a pour le moment des problèmes de désordre cognitif, d'accumulation dans le foie de substances qui sont indésirables, des maladies respiratoires, des problèmes d'infertilité, une augmentation inquiétante des cancers infantiles, enfin pédiatriques en tout cas, de l'antibiorésistance. Le miracle des antibiotiques est en train d'être largement modéré par l'apparition de cette antibiorésistance qui pose problème, etc. etc. Deuxième élément de crise, c'est le réchauffement climatique. Bon là, je ne veux pas insister, je pense que tout le monde est au courant maintenant. Ce qui est inquiétant, c'est de regarder la pente de la courbe et les COP. Hein, vous voyez, le Paris Agreement Adopted, c'est celle qui est tout à fait au-dessus, là, hein, mais il y en a eu d'autres depuis. Mais à chaque fois qu'il y a un événement de ce type-là, il ne se passe rien, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on voit la courbe qui continue à monter. Alors vous allez me dire, s'il n'y avait pas ces trucs-là, ça serait peut-être encore plus pentu. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez décevant, vu l'urgence. Pourquoi on ne réagit pas ou peu ? C'est assez simple, parce qu'on ne voit pas le mur. C'est-à-dire que, vous voyez un petit peu, ça c'est un schéma que m'a filé, comment il s'appelle, Masson-Delmotte. J'arrive plus à me souvenir de son prénom. Valérie, merci, Masson-Delmotte, donc d'accord. Donc vous avez ici les différents scénarios à partir de 2020. Moi, je suis très vieux, donc je ne verrai pas très... Ouais, bon, je suis 70 ans là, hein, donc au bout de vie, je ne verrai pas la catastrophe tout à fait. Enfin, je vois déjà qu'il n'y a pas trop de neige dans le Haut-Doubs, ça m'énerve, mais bon. Il y en a dans cette salle qui sont plus jeunes, on va dire dans les 40-30 ans. Hein. Bon, eux, ils verront quelque chose de plus lourd que ce que je ne verrai dans les années 50. Ils auront 70 ans à ce moment-là. Bon.
Et puis il y a ceux qui naissent maintenant. Eux, ils verront les choses à 2100. Et si vous regardez les scénarios du haut, ben, si on ne fait rien, non, si maintenant on arrête les émissions, c'est plutôt ça qu'il faudrait dire. Donc c'est le scénario very low, hein, en termes d'émissions. Hein. Donc on stoppe les émissions de CO2. Vous voyez qu'on ne retrouvera pas la situation des années 80, du début du XXe siècle, même des années 90. Simplement, on stabilisera à ce qu'elle est maintenant, ce qui est déjà pas mal. Bon. Si on quitte ces scénarios, et ces scénarios, ils sont déjà quittés, il ne faut pas raconter d'histoire, on est sur des scénarios à 3-4 degrés pour le moment, vu l'enthousiasme avec lequel les États agissent. On va se retrouver avec pour nos enfants, enfin pour vos enfants plutôt, pour mes enfants, eux, ils sont dans ceux du milieu, là, hein, dans des situations qui seront tout à fait critiques. Hein. Alors pourquoi elles seront critiques? Vous allez le voir ici. Vous avez ici la répartition des conditions dans lesquelles on a un risque de mortalité humaine si on sort dehors. C'est-à-dire la combinaison humidité-température fait qu'on est en choc thermique. Eh bien, si on est dans des scénarios à 3 degrés, c'est celui actuel, mais probablement 4 degrés à mon avis, parce que pour le moment, personne ne fait rien. Mais regardez la dernière carte, tout ce qui est en violet, c'est des zones où plus de 300 jours par an, vous ne pouvez pas sortir, sous peine de choc thermique. Et de mort, hein, c'est sérieux comme truc. Hein. Bon. Donc ça veut dire que toutes ces populations-là, elles ne pourront pas résister. Donc elles migreront. Ça a déjà commencé. Hein, pas pour d'autres raisons. C'est parce qu'on le verra tout à l'heure, c'est des raisons qui sont liées à d'autres raisons. Bon. Donc on est, si on ne fait rien, dans un scénario qui est tout à fait inquiétant, mais on s'en fout, parce que c'est dans 50 ans. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à mobiliser les gens, hein, parce que quand on voit un mur qui arrive et qu'on est dans la voiture, eh ben, ça on appuie sur le frein, mais quand quelque chose va peut-être arriver, on peut se mettre dans le déni, on peut se mettre dans le complotisme, on peut trouver des tas de positions d'évitement qui évitent d'avoir à agir. Hein. Et nous-mêmes, et nos politiques aussi, qui ne sont que le reflet de nous-mêmes, parce que finalement, pour qui on vote, hein, à un moment ou à un autre, sont dans cette position-là pour le moment, très, très clairement. Hein. Bon. Alors, là aussi, j'insiste un petit peu sur le réchauffement climatique, il faut que je regarde ma montre pour ne pas me laisser embarquer. On se dit, voilà, il y a les énergies vertes qui sont en train d'arriver. Cool. Bon. Vous voyez déjà un petit peu ce qui s'est passé jusqu'en 2020, à peu près, entre nucléaire, hydroélectrique, gaz, etc., etc. Si on zoome là, vous voyez où sont les renouvelables. Et les renouvelables, elles ne se substituent pas, elles s'ajoutent. Donc, les renouvelables qu'on est en train d'utiliser pour le moment s'ajoutent à une consommation qui est croissante. Donc, le renouvelable, pour le moment, ne sert pas à diminuer notre empreinte écologique. Elle sert à ce qu'elle soit moins forte que s'il n'y en avait pas. Bon, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a urgence climatique. Il faut le dire comment? Moi, je ne veux plus entendre qui aurait pu prévoir. Ça m'a... J'avais envie de sortir un bazooka hein, quand c'est sorti. Et pourtant, c'est notre président qui l'a sorti celle-là. Hein. Bon. Mais ce n'est pas tout. Hein. Il y a la question de la biodiversité. Alors vous avez le petit schéma en dessous, j'espère qu'il est assez gros pour que vous le voyez. Hein, c'est un savant qui dit « La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'êtes pas en voie de disparition ». Il parle à un pingouin. La mauvaise, c'est que nous non plus. Alors c'est de l'humour. Hein. Bon. Mais le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on a une concomitance entre empreinte écologique due à l'homme, et qui dépasse là le seul fait climatique, et puis les extinctions. Alors, là aussi, on ne pourra pas, dans cette présentation, entrer loin là-dedans. Hein. À nouveau, la biodiversité, à quoi ça sert? Bon, souvent, j'ai envie de dire à rien, hein, comme Mozart, déjà. Bon, vous avez 3 milliards d'années d'évolution qui ont fait des systèmes qui fonctionnaient jusqu'à maintenant, à peu près. Hein. 3 milliards d'années d'évolution, c'est absolument colossal. Hein. Nous, on est une seconde là-dedans. Hein. Ça a fait quelque part ses preuves. Donc avant de toucher le château de cartes, il faut y réfléchir à 2 fois. Bon. Et puis je dirais que ça a une valeur intrinsèque, ces 3 milliards d'années d'évolution, ne serait-ce que comme Mozart. Bon. Mais il n'y a pas que ça. On a des problèmes maintenant de pollinisation, on a des problèmes d'épuisement des réserves, de stocks qui ne se renouvellent pas, les morues dans l'Atlantique par exemple, de prise de pêche. Vous voyez le schéma là, enfin le schéma, c'est les photos qui sont prises des trophées au large de la Floride, dans les îles Keys. Bon,
57 du temps d'Hemingway, vous voyez à peu près le nombre et le poids moyen qui était de 20 kg. Bon. En 80, le poids moyen, il est caché, mais bon, il est de quelques kilos. Les prises diminuent en taille. Et puis en 2007, vous voyez les quelques poissons à 2 kg. Dans le même écosystème. On a bien un problème de surexploitation, là, hein, parce que ces petits poissons-là, ils n'ont pas la capacité de faire les gros. Hein, parce que je ne sais même pas s'ils peuvent se reproduire. Bon. Alors donc, pour vous donner une idée aussi du risque qu'on prend, parce qu'on parle d'une crise de la biodiversité, moi je vais faire un petit zoom sur une crise sanitaire, c'est-à-dire le fait qu'il y a des pandémies qui nous arrivent dessus maintenant de plus en plus. Il faut savoir pour ça comprendre comment est structurée la planète en termes de vivants. Alors à gauche, le carré A, il vous montre que 83% en vert, en 83% de la planète, c'est des plantes vertes. Bon. Si vous regardez le reste, le violet, l'orange, le bleu, le jaune, c'est tous des microbes. Les archées, les virus, les bactéries, les protistes et les champignons. On dit des fonds, les champignons, ça se dit plus trop. Bon. Donc, en gros, 83%, c'est des plantes, 17%, c'est des microbes. Mais attention, des microbes, ce n'est pas forcément les microbes qui donnent des maladies. C'est tous les microbes qui participent au fonctionnement de l'écosystème. Ceux qui décomposent la litière, par exemple, dans la forêt. Ceux qui vont fermenter votre nourriture, par exemple, etc., etc. La liste est longue. Des microbes dangereux pour nous, il y en a 2000 dans les millions qui assurent les fonctions écologiques. Bon. Alors, vous me direz, 83% et 17%, ça fait 100%, il n'y a pas de place pour nous. Si, on est dans les virgules. C'est parce que j'ai fait des arrondis que ça fait ça, hein, 83, 17. Donc, si on regarde la virgule, c'est les animaux en bas à droite. Ça se voit ? Oui, ça se voit quand même. Bon. Là, on va zoomer sur les animaux. Donc, déjà, chez les animaux, l'essentiel, c'est les arthropodes, les insectes, les araignées, tout ça. Les poissons aussi sont assez importants, mais c'est les poissons marins, ce n'est pas ceux des eaux douces. Hein. Les annélides, les vers de terre, c'est des biomasses considérables. Et puis les mollusques. Bon, ça, c'est l'essentiel des animaux. Et puis, il y a le petit bout en bas à droite qui sont les mammifères. Donc, livestock, ça veut dire le bétail, les humains et les animaux sauvages. Alors, si on zoome maintenant sur ce bout-là, qui nous est très proche, les mammifères sauvages, c'est 4%, les humains, 36%, les mammifères domestiques, 60%. Donc là, ça fait 100%. Le problème, c'est que humains plus mammifères domestiques, ça fait 38 espèces, à tout craquer. Hein, puis j'ai été les chercher, hein, parce que c'est bien moins. Si vous regardez, en gros, il y a les vaches, les cochons, les moutons, un petit peu les chèvres. On va trouver les lamas en Amérique du Sud. Mais oui, 38, il faut ramer pour aller jusqu'à 38. Hein. Et puis les mammifères sauvages, 4%, mais c'est 6450 espèces. Autrement dit, ces 4% sont partagés par 6450 espèces, et le reste, 96% de la biomasse, c'est des trucs qui sont très proches, hein, les humains et leurs mammifères domestiques. Alors vous allez me dire, oui, on s'en fout un peu, ça fonctionne. Non, oui, ça fonctionne, mais quand même, on a là un immense incubateur à microbes. Parce que quand vous avez des biomasses qui sont génétiquement homogènes, les humains, avec des animaux domestiques qui sont de plus en plus génétiquement homogènes, parce qu'ils sont sélectionnés, parce que, il suffit qu'un microbe se mette là-dedans pour que ça prenne feu. D'où les pandémies. Hein. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part dans le monde, dans des biomasses aussi énormes, c'est très favorable à tel virus, à telle bactérie, etc. Et ça, c'est vite transporté partout ailleurs où il y a les mêmes biomasses. Donc on est tranquille là-dessus. Donc le danger de la perte de biodiversité, il y a une perte de biodiversité à venir, mais on a déjà une réelle, par le seul fait même que nous, on est très très dominant en biomasse par rapport aux autres espèces. Donc quand vous avez un petit nombre d'espèces qui dominent en biomasse par rapport à un grand nombre d'espèces qui sont rares d'une certaine manière, on est déjà dans un système qui n'est pas biodiversifié. Il est déjà dominé par quelques espèces. Donc c'est un danger. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que 71% des oiseaux, c'est les poulets. Bon, des poulets d'élevage, 100 ans. Bon. Alors, autre chose aussi à avoir en tête pour bien comprendre ce qui va suivre, c'est que les microbes, ils auront toujours une mutation d'avance. Il y a quelques années, l'OMS disait « Waouh, avec les antibiotiques, les vaccins, etc., on va vaincre les maladies infectieuses ». C'était un rêve, années 70, hein, on y croyait à la technique à ce moment-là. Et puis, vous avez vu que la suite, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, et ça s'explique en fait très facilement, et ça, on ne l'a pas trop voulu le voir. Alors, pour vous l'expliquer, vous avez des images là. Vous avez Lucie,
que tout le monde connaît, c'est un australopithèque, 3 millions d'années, 3 200 000 ans. Didier Hockey, c'est mon collègue qui m'a soufflé la diapo, donc je l'ai mis à l'honneur. Hein, c'est un pharmacien de l'hôpital qui s'occupe justement d'antibiorésistance. Mais entre Lucie et Didier Hockey, il y a 3 200 000 ans. Bon, entre Lucie et nous d'ailleurs, pas que Didier Hockey. Si vous prenez des bactéries, eh bien, alors 3 200 000 années, ça fait en gros 160 000 générations, en admettant qu'on a une génération tous les 25 ans, quoi, si on fait un calcul à la louche. Alors, si maintenant on regarde une communauté bactérienne, eh bien, 160 000 générations, elle l'a fait en 10 ans. Pourquoi ? Parce que le turnover d'une population bactérienne est beaucoup plus rapide qu'une population humaine. Donc, elle enchaîne des générations en quelques heures, alors que nous, il nous faut quelques années. Bon. Alors ça, c'est le premier paramètre à avoir en tête. Elles vont gagner en termes de nombre de générations par unité de temps. Puis elles vont gagner aussi parce que les bactéries, les virus, ils sont nombreux. Alors le microbiote intestinal, on en parle beaucoup du microbiote intestinal, c'est 3,9 10 puissance 13 cellules, enfin microbiennes dans votre intestin. Alors ça, c'est un chiffre qui ne parle pas. Donc 10 puissance 9, c'est le milliard. Donc 10 puissance 13, c'est 10 000 milliards. Donc il y a 3 fois 10 000 milliards de cellules bactériennes, fongiques, peut-être même virales aussi, dans votre intestin, c'est-à-dire exactement le même nombre que vos propres cellules. En fait, le microbiote, c'est vous aussi, mais enfin des cellules qui ne sont pas le microbiote. Bon. Le métagénome, ce qu'on appelle le métagénome, il est 150 fois plus important dans votre microbiote que chez vous. Si vous prenez une de vos cellules, celle du cerveau, celle de l'estomac, etc., qui ne sont pas partie du microbiote, si vous sommez toutes ces cellules-là, elles ont toutes la même génétique. Eh bien, votre microbiote, il est beaucoup plus riche. Son génome est 150 fois plus important en termes de diversité de gènes et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc on peut se demander si l'individu, ce n'est pas le microbiote plutôt que ce qu'on considère nous. Mais bon. Et en gros, vous prenez le moindre de vos crottes, on va dire ça comme ça, de vos selles, vous avez 10 puissance 11 bactéries par gramme de contenu, par gramme. On en fait à peu près 500 grammes par jour. Bon. Donc vous imaginez, donc ça veut dire que non seulement le turnover des populations est très 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 rapide, mais en plus elles sont très 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 nombreuses, parce que les chiffres que je vous donne de milliards, ça comparé à nos 8 milliards, qu'on est ridicule à côté en termes de population. Donc non seulement on est long à se reproduire, à enchaîner les générations, mais en plus on n'est pas nombreux par rapport aux bactéries et aux virus. Ce qui veut dire que quelque part, elles auront, même si elles mutent à la même vitesse que nous, en termes individuels, elles auront toujours une mutation d'avance parce qu'elles ont des générations d'avance. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut, on courra toujours derrière les bactéries en train de s'adapter, qui le feront plus vite que nous. Alors, la preuve, c'est ça, c'est les antibiotiques. Il a fallu une vingtaine d'années pour trouver des bactéries résistantes à la pénicilline, ou à l'érythromycine, ou à la tétracycline. Maintenant, quand on sort un antibiotique, par exemple le linésolide, par exemple, ça a pris moins de 10 ans pour avoir des résistances, une année ou deux. Bon. Parce que les gènes, maintenant, des bactéries résistantes, ils sont partout. Ils sont dans le sol, ils sont dans les hôpitaux, ils sont peut-être même dans votre intestin pour certaines, mais elles ne sont pas forcément pathogènes à ce moment-là. Et donc, pour le coup, la diversité génétique du monde microbien est bien plus supérieure à la nôtre, donc on a perdu si on se bat sur ce terrain-là. Alors, ce n'est pas dire qu'on va perdre, tout à fait, on perd une bataille, mais pas la guerre, on y reviendra. Bon. Ouais. Bon, les codes barres, c'est des articles, si vous voulez, vous y référez, vous pourrez revenir dessus. Je donnerai, je ne sais pas si, Florent, je ne sais pas si le PowerPoint peut être accessible après aux auditeurs. Oui, bon, ok, ça marche. Alors, voilà. Donc, résumé, biodiversité, réchauffement, pollution. Alors, on parle de crise, mais je ne sais pas si c'est des crises. Alors, il y a un problème qui se pose de plus, c'est que, en fait, ça, c'est très inquiétant. Je ne dis pas ça pour vous casser le moral. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous casser le moral, parce que c'est souvent ce qu'on me dit à la fin d'une conférence, oui, mais vous avez des mauvaises nouvelles. Non, ce n'est pas des mauvaises nouvelles, c'est tous les leviers d'action qu'on a. Donc il faut le lire dans l'autre sens. C'est qu'à partir du moment où on pointe le problème, on peut déjà envisager la solution. Ne pas le pointer serait bien plus dangereux, et bien plus angoissant. Donc là, nous sommes en guerre. Qui aurait pu prévoir ? J'adore quand on m'explique la science. Bon, et on a, en plus de ces problèmes-là, un problème de santé mentale qui devient de plus en plus prégnant, on va dire, et inquiétant.
notamment chez les jeunes générations, mais pas que. Et la question que moi je me pose, c'est parce qu'on dit on va de crise en crise. Non, en fait, est-ce que c'est une crise? Normalement, ça devrait être transitoire. On ne va pas vers des trucs transitoires, là. On va vers un autre monde qui est plus imprévisible, plus fluctuant. Ça ne veut pas dire qu'il va être si terrible que ça à vivre. Il va être différent. Bon. Mais à partir de là, il faut voir comment on va s'organiser. Alors, là, je vais revenir à mon histoire d'IBES et d'évaluation Nexus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Nexus? Un Nexus, c'est une conjonction. Une conjonction, dans ce cas, entre biodiversité, eau, alimentation, santé, c'est un nœud. Bon. Et les bonnes idées qui peuvent tourner mal, maintenant, je vais pouvoir vous les présenter puisque vous avez les bases. La première, ça a été d'augmenter la production alimentaire. Moi, quand j'étais jeune, c'était l'inquiétude, nourrir tout le monde. On devait nourrir non seulement la France, mais le monde entier, parce qu'il y avait des pays où il y avait la famine, etc., etc. Bon, ça, c'était... On a fait des choix que j'aurais peut-être fait à l'époque. Et là, c'est aussi un anachronisme qu'il ne faut pas faire, parce que les décisions qui ont été prises à l'époque, elles ont été prises avec les connaissances du moment. Et les connaissances du moment n'ont pas permis, il faut le dire, c'est une faute, d'anticiper ce qui se passe maintenant. On était parti dans un rêve quelque part technologique, on allait trouver des solutions à tout, c'était très positif, mais la réalité nous a rattrapés. Donc l'agriculture conventionnelle des années 60 à nos jours, c'était un choix agronomique. Donc dans le silo, les 5 éléments du Nexus, biodiversité, eau, alimentation, santé, on est dans l'alimentation. Et le choix qu'on a fait, c'était on va alimenter le monde, la France et le monde. Sauf qu'on se rend compte, 60-70 ans après, qu'on a des problèmes de pollution, qu'on a des problèmes de perte de biodiversité, de diversité alimentaire même, de santé, et que tout ça, ça met en cause aussi l'utilisation de l'eau. Bon. Donc on voit bien maintenant pourquoi cette démarche qui était uniquement agronomique, et même pas alimentaire d'ailleurs dans ce cas-là, pose problème. Mais c'est facile de le dire maintenant. Et des grands noms de l'écologie activiste, on va dire ça comme ça, je pense à René Dumont, qui a été un candidat écolo à la présidentielle en 1974, je crois, jusque dans les années 60-70, ça a été un promoteur forcené dans son école, l'école d'agronomie de Paris, forcené de l'agriculture intensive. Il a fait une révolution intellectuelle quand il s'est aperçu, d'abord à la décolonisation du fait que l'Afrique était mal partie, parce que justement, il n'y avait pas les moyens de se payer tous les éléments de l'agriculture intensive, donc il fallait trouver tout un tas de modes agricoles compatibles avec les ressources des pays. Donc il s'est transformé en tiers-mondiste d'abord. Il a vu là l'impasse du tout intensif dans ce contexte-là, et c'est là qu'il a pu réfléchir à une approche beaucoup plus écologique. Donc ne faisons pas d'anachronisme. Des gens qui sont des figures majeures de l'écologie politique, en tout cas récente, dans les années 50, étaient pour certains, et pour beaucoup d'ailleurs, des forcenés de l'intensif, qui trouvaient très bien les remembrements. Et d'ailleurs, les remembrements, il y aurait à en discuter. Ce n'était pas forcément si idiot que ça. Ça a été mal fait, c'est différent. Mais bon, à un moment donné, on ne pouvait pas non plus rester avec des parcelles qui faisaient à peu près la surface du bureau, quoi. Bon, donc, ne faisons pas d'anachronisme. Analysons comment les choses se sont passées. Deuxième élément, exemple, en gros, de pensée en silo. Pour le moment, c'est l'ancienne. Il faut séquestrer du carbone, parce que c'est un gaz à effet de serre, du méthane aussi d'ailleurs, et donc tout est bon pour séquestrer du carbone. Alors, il y a les technosolutions, ça je ne vais même pas en parler ici, mais pensez que souvent ça entraîne, et notamment dans les compensations carbone, à une plantation indifférenciée d'arbres. Ah oui, on va planter des arbres comme ça, automatiquement on va immobiliser du carbone, c'est parfait. Sauf que, il faut savoir comment on le fait. Une plantation d'arbres, ce n'est pas une forêt déjà. Bon. Donc, on peut le faire, si on le fait mal, au détriment de la biodiversité. C'est-à-dire que si je fais une plantation d'eucalyptus sur une zone qui était une forêt équatoriale, là, il y a une perte en biodiversité qui est majeure. Bon. Ça peut se faire aussi sur des terres agricoles. Et là, on aura un problème d'alimentation. C'est un arbitrage entre capter du CO2 dans le bois ou avoir des terres arables. Bon. Donc, la question est quelle séquestration et quelle forêt on plante. Bon. Donc, dire à un moment donné, je séquestre du carbone sans tenir compte de la biodiversité, de l'eau, de l'alimentation et de la santé,
donc ne tenant compte que de l'impératif climatique, eh ben, c'est un gros problème. Bon. Alors, je vais poursuivre là-dessus parce que c'est justement une zone qui interroge. Et je crois qu'on ne s'interroge pas assez parce qu'on risque de prendre des mauvaises décisions. Autre injonction, on va dire, diminuer les émissions de gaz à effet de serre, il faut diminuer la consommation de viande. Bon, ok, pas de problème là-dessus. C'est un constat du GIEC, c'est un constat de l'IBES aussi. Bon, c'est un constat général, c'est qu'à un moment donné, certains types d'élevage, pas l'élevage, certains types d'élevage sont extrêmement producteurs de gaz à effet de serre. Bon. Si maintenant, on élimine aveuglément ce qu'on appelle l'élevage, c'est là qu'est le manque de nuance. Il n'y a pas l'élevage, il y a des élevages. Ce n'est pas la même chose. Si on élimine l'élevage et qu'on le remplace par exemple par une agriculture intensive conventionnelle, j'arrête l'élevage dans le Haut-Doubs, puis au prétexte que la viande rouge produit du CO2, et je le remplace par un champ de maïs complet ou un champ de blé complet. Bon. Est-ce que j'aurai, du point de vue de la biodiversité, du point de vue de la santé avec les pollutions, gagné? Parce que ça veut dire, à ce moment-là, si c'est une agriculture intensive conventionnelle qui remplace, pesticides, nitrates, décarbonation des sols, etc. Donc une autre manière d'envoyer du CO2 dans l'atmosphère. Bon. Si maintenant je me dis que je vais impacter la biodiversité, si je me dis maintenant que je vais enlever l'élevage sur le plateau tibétain, j'aurai un gros problème. Enlever la consommation de viande chez les Esquimaux, j'aurai un gros problème. Enfin, les Inuits. Enlever la consommation de viande sur la bordure du Sahel, là où les peuples vivent essentiellement de leurs troupeaux, je pense aux Peuls, à moindre degré les Touaregs, enfin bon, ceux en tout cas que je connais sur cette zone-là, c'est un non-sens. On ne va pas planter des carottes avec 50 mm d'eau. Bon, hein. Donc il y a des espaces qui ne peuvent pas être valorisés autrement. Donc se dire, waouh, allez, j'ai bonne conscience, je ne mange plus que des carottes, et ceux qui mangent de la viande sont des méchants, c'est plus compliqué que ça. Les éleveurs sont des méchants, c'est plus compliqué que ça. Il y a des élevages et il y a des bilans carbone à faire et il y a des impacts globaux à faire, non seulement sur le CO2, mais sur la biodiversité, sur la consommation en eau et sur la santé. Alors, bah oui, c'est des illustrations hein, sur les élevages. Hein. Bon, vous voyez, en bas à gauche, bah, c'est le plateau tibétain, les Peuls qui sont en bas au milieu, les paysages du Jura bah, qui sont pas exempts de problèmes. Hein. Je ne dis pas que pour le moment, on n'a pas un gros problème de pollution des eaux. Hein. Mais là aussi, il y aurait à réfléchir. Et puis bon, on ne peut pas d'un côté reconnaître la transhumance au patrimoine mondial de l'humanité, puis de l'autre côté dire pas d'élevage. Il y a une incohérence là. Voilà. La question qui se pose aussi avec cette question de l'élevage, la place de l'élevage dans la décarbonation, bah, c'est celle des variétés. Hein. Il y a une diversité d'animaux sauvages, mais aussi une diversité d'animaux domestiques qui a son intérêt hein, en termes de réservoir de diversité génétique. On a la diversité des paysages qui sont dépendants de l'élevage. Le Jura, j'y reviens parce que je le connais bien, si il n'y avait pas l'homme, serait une immense forêt. D'un point de vue biodiversité, il serait moins biodiversifié qu'il ne l'est maintenant. Bon, donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Et puis la consommation de viande. Donc, vous voyez, on voit bien que le bœuf, pour le moment, est un producteur de CO2. Là, c'est tout confondu. Là, on ne fait pas de nuance entre les différents élevages. Là, il y aurait de la nuance à faire quand même, mais bon, on va mettre ça comme ça. Et puis, quand on cultive des pommes de terre, bah, effectivement, ce n'est pas très émetteur. Ça, c'est plutôt favorable. Je ne sais pas si on tient compte de la décarbonation du sol et des conditions de culture. Mais bon. Et puis, si on regarde les régimes alimentaires, bah, c'est déjà moins évident. Moi, je m'attendais à ce que les régimes méditerranéens se trouvent très haut dans l'économie des gaz à effet de serre. Ben, en fait, pas du tout. Il est tout en bas. Ça me surprend le plus. Le régime vegan, bien sûr, lui, il est au-dessus. Hein. Mais être purement vegan sans tenir compte de tout ce que je vous ai dit avant, ça pose problème. Hein. On n'est pas dans un nexus, là. Hein. Et puis, souvent, les arguments qui tournent autour de l'élevage, c'est celui du bien-être animal. Et c'est tout à fait respectable. Mais j'ai été frappé par ce graphe qui m'a interpellé. C'est celui de comment produire de la viande. Parce qu'on en a besoin quand même. Bon. Eh bien, un bœuf, effectivement, il va produire 499 équivalents de gaz,
gaz à effet de serre, on va dire ça comme ça. Bon, hein. Si je regarde des poulets, eh bien, je vais en produire à peu près autant pour produire la même biomasse dans ce cas-là. Mais le dilemme, c'est que pour faire ça, j'ai besoin d'un bœuf, alors que pour les poulets, j'en aurais besoin de je ne sais plus combien, c'est peut-être les chiffres qui sont au bout, 576, et qui équivalent à un bœuf. Autrement dit, en termes de souffrance animale, pour produire une tonne de viande, on va dire ça comme ça, enfin, allez, 800 kg de viande, un bœuf suffit, donc un animal qui souffre, mais pour produire une tonne de viande de poulet, c'est 500 animaux qui souffrent. Alors, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Bon, je ne sais pas s'il faut hiérarchiser entre le bœuf et le poulet la souffrance animale. Le mieux, ça serait de pouvoir l'éviter. Mais bon, mais c'est une question aussi qui revient derrière, c'est-à-dire que l'élevage, c'est aussi ça à considérer. C'est-à-dire, manger de la viande de poulet, cool, c'est très bien, si c'est parce que ça n'a moins d'effet en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi accepter que de nombreux animaux, plus nombreux que les bovins, souffrent d'une certaine manière. Alors vous me direz, on peut faire de l'élevage où ils ne souffrent pas. Ben oui, mais ça, ce n'est pas les élevages industriels qu'on nous promenait. Hein. Bon. Alors, ceci posé, c'est des exemples, si vous voulez, qui vous montrent que les choses ne sont pas simples. Et qu'il faudrait arrêter d'avoir une pensée à la X ou à la LinkedIn. Je vous rassure, je suis sur LinkedIn. Hein. Mais quand je vois des fois les affirmations péremptoires de commentaires qui, en 3 mots, veulent régler un problème, je suis effrayé de cette pensée-là. Hein. Alors, les coûts de l'inaction, si on ne fait rien pour le moment, c'est-à-dire si on continue à travailler en silo, c'est-à-dire à séparer biodiversité, eau, alimentation, santé, eh bien, ça coûte 10 000 à 25 000 milliards de dollars par an. Alors, ça ne me parle pas du tout. Hein. C'est en fait 10 à 25% du PIB mondial. C'est énorme. Bon. Le fait de travailler en silo, c'est extrêmement coûteux. Parce que quand on agit quelque part, ça empire à l'autre bout. Hein. Bon. Et les économistes qui ont participé à cette évaluation ont chiffré les choses. L'inaction va devenir de plus en plus coûteuse si on répare après. Hein. C'est-à-dire pour la biodiversité, ça nous coûtera 2 fois plus cher dans 10 ans si on ne fait rien, 100 ans. Hein. Donc de rattraper le coût dans 10 ans. Et puis pour le réchauffement climatique, c'est 500 000 milliards de dollars supplémentaires par an de ne rien faire. Donc ça veut dire que dans 2 ans, si on veut rattraper le retard, ça nous coûtera 1 000 milliards de dollars, etc. etc. Donc c'est des chiffres qui sont absolument vertigineux. Je comprends aussi que pour les politiques, ça soit complètement affolant, pour le citoyen aussi, hein, mais c'est des chiffres, et ils sont quantifiés scientifiquement. Alors vous allez me dire, bon, à Cata, c'est bien beau, vous êtes des oiseaux de malheur, vous faites des constats, vous n'avez pas les solutions. Si, on a les solutions, elles sont connues, hein, il y a 71 options, parmi d'autres d'ailleurs, mais bon, on les a choisies, alors on ne va pas les détailler, hein, on ne s'en sortirait pas ce soir, surtout que je suis déjà dans mon temps pratiquement. Gérer les écosystèmes, consommer durablement, réduire la pollution. Elles sont toutes énumérées une par une. Elles sont énumérées en fonction des entrées. Hein. Le W12, c'est l'entrée water c'est la 12e item du chapitre water, entrée water, donc qui permet d'aller là et de voir en quoi on peut avoir des solutions Nexus, c'est-à-dire qui travaillent sur les différents éléments du problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est plutôt ça. C'est que si vous faites une action dans ces 71 solutions, alors solution, normalement on dit option, parce qu'on n'a pas à faire des recommandations au gouvernement, ça c'est à eux de faire, hein. On leur propose des options scientifiquement fondées, et c'est à eux de prendre ou de ne pas prendre. Bon. Donc on a regardé, finalement, si je prends une décision dans une option, ce qui se passe dans les autres. Alors je fais un zoom parce que dans le grand tableau, on ne voit rien, hein, c'est avec les 70 options. Donc vous voyez, en gros, le petit papillon, c'est la biodiversité, la goutte d'eau, c'est l'eau, l'épi de blé, c'est l'alimentation, le petit cœur, c'est la santé, et la température, c'est le réchauffement climatique. Et donc, vous voyez par exemple que l'option rewilding. Rewilding, ça veut dire renaturer. C'est remettre du sauvage dans la nature. Hein, on va dire ça comme ça. Ou dans ce qui n'était pas la nature, d'ailleurs. Ça peut être aussi dans l'agriculture. Hein. Vous voyez que pour la biodiversité, c'est tout bon. Pour l'eau, c'est tout bon aussi. Ça protège les nappes. Mais par contre, pour l'alimentation, c'est pas bon du tout. C'est en rouge. Hein, tout simplement parce que ça se fait au détriment de zones qui peuvent être utilisées pour l'agriculture, dans ce cas-là. Et pour une agriculture peut-être conventionnelle. Pour la santé, oui, que c'est assez neutre. Hein, c'est un petit point.
Et puis pour la température, c'est tout bon parce qu'effectivement, les écosystèmes naturels sont plutôt absorbeurs de CO2 qu'émetteurs de CO2. Donc vous voyez, vous avez à chaque élément de ces 71 options une comparaison de l'effet qu'ils ont sur les autres éléments du nexus. Et l'affaire, du coup, c'est une affaire d'optimisation. C'est-à-dire qu'on ne trouvera pas de solution. Alors bien sûr, on peut les chercher, qui soient des co-bénéfices sur les 5 éléments. Ça serait la situation idéale. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est minimiser les choses qui seraient vraiment détrimentales. Et puis trouver éventuellement des compromis sur plusieurs éléments de façon à pouvoir faire mieux qu'on ne fait maintenant. Alors la feuille de route, bon, on s'aperçoit que le top-down ne marche pas, ça c'est clair, et que quelque part on n'a pas l'expérience de ça, on ne sait pas travailler comme ça, et donc que la solution pour le moment, elle est collaborative, c'est-à-dire qu'il faut partir du terrain, résoudre peut-être des problèmes à l'échelle locale, d'une manière Nexus, pour pouvoir éventuellement les changer d'échelle et les appliquer à des échelles plus larges ou ailleurs. Alors un exemple d'approche Nexus. Un barrage qui a été mis en place au Sénégal, le barrage de Diama, vers Saint-Louis, qui était fait pour augmenter l'agriculture en général, mais le maraîchage en particulier. Alors ça a bien marché, il y a eu plus d'eau, du coup, disponible, mais pour que ça fonctionne, les sols tropicaux sont très pauvres, il faut apporter des fertilisants. Et les fertilisants, ils ont été apportés sous forme minérale, normale, il y avait un marché. Bon. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces fertilisants minéraux, ils ont le défaut d'être très solubles et donc de passer très rapidement dans les eaux du barrage et dans les eaux des canaux d'irrigation. Bon. Donc ce qui s'est passé, c'est que la végétation submergée a proliféré et a été un habitat très favorable à 2 espèces d'escargots qui sont les hôtes d'un parasite, qu'on a 2 parasites, il y en a 2 espèces en fait, qui sont les bilharzioses. Bon. Donc vous avez 2 bilharzioses, une bilharziose vésicale et une bilharziose intestinale, qui sont présentes. Alors, la démarche classique, c'est d'aller voir les responsables de santé, de leur dire on a un gros problème de bilharziose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire ne faites pas pipi dans l'eau, ne faites pas caca dans l'eau, ça c'est d'hygiène, de l'éducation, mais ça ne marche pas en général parce qu'il y a les habitudes, parce que c'est très compliqué de faire changer les habitudes aux gens. Et puis, on va passer tous les gamins au praziquantel dès qu'ils pissent rouge dans les écoles. Alors on le faisait, même encore maintenant, ça se fait quasi à la coloniale, on aligne les gamins puis on leur donne du praziquantel. Bon, ça c'est quand même assez terrible, je veux dire. Bon. Et on ne solutionne pas le problème parce que finalement, ils vont se réinfecter lors de leur prochaine baignade ou alors les moments en allant chercher de l'eau dans le barrage. Donc voilà. Alors, quelle a été la solution? La solution, ça a été d'enlever la végétation au point d'eau. C'est-à-dire que là, s'il n'y a pas de végétation, il n'y a plus d'escargots. S'il n'y a plus d'escargots, le parasite, il n'a plus son hôte intermédiaire. Bon. Alors vous allez me dire, c'est tout con, il n'y a pas besoin d'être diplômé de Sciences Po pour le faire. Oui, mais la question, c'est qui va enlever la végétation sur le long terme? Parce que tant que vous avez des financements qui vous permettent de financer le projet puis d'enlever la végétation, ça va marcher. Mais au bout du moment où vous arrêtez les financements, comment ça va continuer? Ça ne continue pas. Donc on a mis sur le coup des agronomes et des vétérinaires. Ils ont trouvé qu'avec cette végétation, le vétérinaire a trouvé qu'on pouvait faire de la nourriture, un ensilage, pardon, je ne trouvais pas mes mots, et l'agronome a trouvé qu'on pouvait en faire un compost, qu'elle était compostable. Et du coup, ça a été la solution au problème, c'est-à-dire que qui allait enlever la végétation? Ceux qui voulaient du compost et de la nourriture pour leurs animaux, donc les agriculteurs ou les éleveurs. Et du coup, on a mis en place un système qui, lui, était vertueux, puisque l'agriculture y trouve son compte, l'élevage y trouve son compte, et il trouve d'autant plus son compte que le compost qui est mis dans les plantations d'oignons, dans ce cas-là, il engage beaucoup moins la pourriture d'oignons que les fertilisants minéraux. Alors ça, c'est un acquis qu'on n'attendait pas. Et puis du côté de la schistosomiasis, donc la maladie, on n'a pas réussi à 100%, c'est-à-dire que la vésicale elle est encore résistante, mais l'intestinale elle a considérablement diminué. Donc on a un système qui est typiquement un système Nexus, c'est-à-dire en se préoccupant à la fois de santé, d'eau, d'alimentation et de biodiversité, parce que j'oublie de dire qu'en plus, il y a eu des écolos qui ont travaillé là-dessus, en fait des hydrobiologistes, qui ont montré que le fait d'enlever la végétation au point d'eau n'était pas détrimental sur les espèces qui étaient présentes sur l'ensemble du barrage, donc ce n'était pas un problème, donc c'est assez neutre du point de vue de la biodiversité, cette opération. Ça n'apporte rien, mais ça n'enlève rien non plus. Voilà.
Bon, je vais passer ça rapidement parce que c'est trop long. Alors, nous, on en est du point de vue de la mise en œuvre de tout ça. Bon, d'abord, ça a été validé en décembre dernier. Donc, c'est un concept qui est nouveau, qui est, à mon avis, qui doit percoler. La mode, vous le voyez pour le moment, n'est pas trop aux approches qui ne sont pas en silo. Vous l'avez vu avec la loi du plomb, vous l'avez vu avec les tribunaux administratifs qui mettent le gouvernement en cause sur l'inaction climatique, etc. Donc on n'est pas pour le moment dans cette intégration. Donc les problèmes parlementaires actuellement bloquent un peu tout. Alors quand même, entrée santé, il y a eu des choses. Si vous intéressez par exemple au PRSE, c'est-à-dire les plans régionaux santé-environnement, on est au 4e plan régional santé-environnement, donc qui sont ici du PNSE 4, ils ont tous un volet dit One Health, une seule santé. Une seule santé, c'est un paradigme qui nous dit que la santé humaine, animale, des plantes et des écosystèmes, que ces santés-là sont interdépendantes. C'est un nexus, si vous voulez. C'est un nexus qui ressemble beaucoup à ça. C'est un cas particulier de nexus. Ça s'est mis en route. Bon. Et je vous jure que pour le moment, dans les ARS, dans pas mal de régions, et pour le coup en Bourgogne-Franche-Comté, il y a des gens qui commencent à parler entre services. C'est-à-dire que les ARS commencent à travailler avec les DREAL et avec les DRAF. Donc ça, c'est pas mal, c'est un bon signe. Bon. Il y a eu le COVARS. Il n'a pas duré longtemps, celui-là. C'est-à-dire que c'était à l'issue de la Covid-19, il y avait un conseil scientifique qui avait inspiré le gouvernement pour la vaccination, pour les confinements, etc., etc. Et à la sortie de la crise Covid, le gouvernement, à l'époque, c'était M. Braun qui était ministre, avait décidé de promouvoir une continuation de ce conseil scientifique sous forme de COVARS, Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, avec l'injonction de travailler sous le chapeau One Health. Et du coup, dans ce COVARS, il y avait des vétérinaires, il y avait des médecins, il y avait même un écolo, que je nommerai pas. Il y avait, qui encore ? Des spécialistes d'entomologie médicale, etc., etc. Donc il y avait un degré de pluridisciplinarité qui était quand même assez important. Entrée système alimentaire, on peut entrer par les systèmes alimentaires aussi. C'est-à-dire que quelque part, alors je vais passer là-dessus rapidement parce que là je suis pratiquement au bout, ça c'est le Haut-Doubs. Le Haut-Doubs vu de ma part. Bon, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur les pullulations de rongeurs et comment les éviter pour les agriculteurs. Bon. Alors on a trouvé des solutions, mais elles n'ont été trouvées qu'à partir du moment où on a abandonné l'idée d'une poudre de perlimpinpin qui en débarrasserait chaque agriculteur dans son champ quand il y a déjà trop de campagnols. Donc on a vu qu'il fallait être multifactoriel. Et le schéma que vous voyez là, on ne va pas entrer dans le détail, montre toutes les relations qui composent l'arrivée des campagnols. Et donc si on veut y comprendre quelque chose, vous voyez qu'on a un problème agricole, on a un problème en haut à droite de santé, échinococose, on a un problème en bas à droite de conservation du renard, mais aussi d'espèces qui peuvent être en danger du fait de reports de prédation. Ça peut être des lièvres, ça peut être... le lièvre, il n'est pas en danger, mais en fait, il y en a moins qu'il ne pourrait y en avoir, on va dire ça comme ça. Mais aussi le grand tétras, mais aussi des oiseaux d'eau, etc. Et puis en haut à gauche, vous avez vu de l'étranger, peut-on manger du comté, une polémique résolument française. Bon, derrière, c'est cette agriculture qui pollue nos rivières, quelque part. Et là aussi, on est dans un problème extrêmement complexe, parce que si on touche un bout, on touche tout. Alors, forcément, vous voyez tout de suite ce qui se passe, c'est qu'on vous devez faire travailler en combinaison pas mal de gens. Alors, je vais vous montrer un truc tout bête, mais qui est tout typiquement Nexus, qui est un programme qu'on est en train de conduire qui s'appelle Carelli, qui est parti d'une question de terrain. Bon, le renard doit-il être protégé ou non ? Doit-il être plutôt classé ESOD ou non ? C'est une petite vidéo de 4 minutes et je reprends la main juste après. Beaucoup l'ignorent et lui ne s'en doute sûrement pas, mais le renard est au cœur de nombreux débats. Tous les 3 ans notamment, quand il s'agit de savoir si le renard est une espèce nuisible ou non. On parle aujourd'hui plus précisément d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Et dans le Doubs, comme ailleurs, c'est avec un arrêté ministériel qu'une réponse binaire doit être apportée à cette question. C'est oui ou bien c'est non. Et l'air de rien, ça change beaucoup de choses pour le renard sur sa régulation par tir ou piégeage qui peut ou ne peut pas être autorisé en dehors de la période de chasse. Pour prendre cette décision sont réunis autour de la table agriculteurs, chasseurs, naturalistes, chercheurs et représentants de l'administration. Pas facile évidemment de mettre tout le monde d'accord et pas facile de statuer sur cette question.
surtout que le renard occupe une place particulière dans l'imaginaire collectif et que sa densité est variable, mais en moyenne plutôt élevée dans le Doubs. Certains lui reconnaissent un intérêt en tant que prédateur de campagnols, ce petit rongeur qui peut faire des grands dégâts dans les prairies du secteur. Certains, à l'inverse, lui reprochent d'être toujours un voleur de volailles et de décimer des espèces sauvages comme les lièvres ou les oiseaux. Et pour finir, on pointe sa responsabilité dans la transmission de l'échinococose alvéolaire, une maladie parasitaire transmissible à l'homme dont le Doubs est l'un des foyers historiques. Chacun a donc ses arguments, ses contre-arguments et ses interrogations quant au classement ou pas du renard comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts. En novembre 2018, émerge l'idée du projet Carelli. Avons-nous toutes les données suffisantes pour pouvoir décider ? Sur la centaine d'articles scientifiques épluchés, aucun ne répondait totalement à cette problématique. Une autre question se posait, c'est l'applicabilité de ces résultats par rapport à nos écosystèmes du massif jurassien. Pour trancher, il faut échanger des savoirs, réunir des informations et surtout les analyser. Carelli, pour campagnol, renard, lièvre, a regroupé dans notre département de nombreux acteurs. L'objectif étant d'arriver à guider et objectiver les futures décisions concernant son classement. Alors, le programme Carelli va se dérouler dans 2 zones du département pour tenir compte de la variabilité des milieux. Et du coup, on va se retrouver avec une zone sur les premiers plateaux et une zone dans la zone de montagne, sur lesquelles le statut du renard est différent. Un premier secteur où le renard sera chassé et piégé, et puis un deuxième secteur où, là, au contraire, il ne sera ni chassé ni piégé. De fait, il sera intégralement protégé sur ces 2 secteurs. Et c'est cette différence de statut que le programme Carelli tient à comparer. Et pour cela, eh bien, un certain nombre de paramètres seront mesurés dans ces différents secteurs. On va ainsi quantifier la variation d'abondance des renards, des lièvres et des espèces d'oiseaux nichant au sol, mais aussi quantifier l'abondance des campagnols. En parallèle, on va suivre l'échinococose et les renards porteurs de cette maladie. Les dégâts causés par le renard seront également recensés. Une telle étude ne se mène pas en quelques mois ou en une année. C'est sur le long terme que le dispositif Carelli a pour but d'exister, au moins 10 ans, afin de couvrir un cycle démographique de campagnols. Toutes ces opérations feront l'objet d'un suivi sociologique. Il s'agira de s'intéresser à la controverse portant sur le statut du renard et de suivre la dynamique du collectif qui conduit cette étude. Il s'agit donc de se saisir d'une occasion pour forger de nouvelles méthodes d'aide à la décision. Par exemple, créer un modèle d'approche socio-écologique qui pourrait être repris pour d'autres espèces ou dans d'autres espaces. Donc l'idée est de travailler sur des bases scientifiques, c'est-à-dire des questions et des protocoles rationnels qui sont co-construits par toutes les parties prenantes. Cette manière de travailler ouvre la voie à des choix raisonnés et raisonnables. Par exemple, de gestion des espèces, si nécessaire, pas obligatoirement, et donc de protection de la biodiversité dans son ensemble. Donc, à partir de là, vous voyez que c'est tout à fait modeste, hein, on est loin des grands... Oui, on est loin des, des grands problèmes qui ont été évoqués avant, mais je pense sincèrement qu'à un moment donné, en local, on peut aussi se configurer de telle manière qu'on n'ait pas des œillères par rapport aux problèmes qu'on a à avoir, qu'on essaie d'avoir une certaine transversalité comme celle que vous pouvez voir ici. Et ça marche plutôt parce que derrière, vous voyez, on a agrégé progressivement d'autres choses qui ne sont pas dans la vidéo. Hein. Là, on va travailler entre autres sur les tiques. Ça fait 1 an et demi maintenant que c'est en place. Donc on peut faire boule de neige. Alors, ne nous trompons pas, c'est compliqué d'une certaine manière. Hein. On a 2 flèches, celle de la complexité des problèmes, à l'échelle où on les pose, mais aussi forcément une plus grande diversité de parties prenantes, puisque l'agronome, le vétérinaire, l'écologue, le responsable de santé doivent parler ensemble. Hein. Et même dans le monde de l'écologie, il y a une hétérogénéité. Vous avez des écologues, c'est les scientifiques, les écologistes qui sont des gens qui ont un projet politique, mais qui ne sont pas des écologues, pas nécessairement des écologues, on va dire. Les naturalistes, qui sont des gens qui ont capitalisé beaucoup d'expériences de terrain, hein, et donc qui ont une appréhension forte de la nature, mais qui ne sont pas des travailleurs de la preuve que sont les scientifiques. Vous avez les animalistes, qui sont tout aussi respectables, qui s'opposent à la souffrance animale,
et qui ne la supportent pas. Et c'est tout à fait respectable aussi. Mais chacun porte une parole qui est différente de l'autre. Et pourtant, ce monde-là, ben, on le met dans le monde, c'est des écologistes. Voilà. Puis on fait un tas. Hein. Alors je pourrais faire la même chose avec les agriculteurs, je pourrais faire la même chose avec... Bon, je fais ça parce que je connais mieux ce monde-là que les autres. Hein. Encore que côté agricole, j'aurais pu m'amuser à faire ce genre de truc. Hein. C'est un problème. Il faut apprendre à écouter les autres, à comprendre leurs arguments, pas forcément à les accepter, mais à les comprendre au moins pour pouvoir engager des actions communes. En plus, on a des problèmes qui ne sont pas si évidents, parce que comme on est dans des souvent, on attend de la science une certitude, une vérité. En fait, la vérité, elle est assez rare. Bon, si je mets une pierre là, je peux prédire qu'elle va tomber. Là, je ne me mouille pas beaucoup. Mais sur des systèmes aussi compliqués que ça, on a une incertitude dans ce qu'on peut prévoir. On est plus en dialogue avec l'incertitude, un scientifique, qu'avec une position qui serait d'asséner des savoirs tout faits. Hein. Et du coup, on a des gradients de certitude. Alors, vous voyez les deux flèches, hein, vous avez la flèche horizontale qui nous dit que la preuve, elle peut être très basse ou très haute. Bon, ma pierre qui tombe, là, je suis tranquille. Mais si je vous dis que ma dynamique de population de renards, elle va s'infléchir parce qu'il y aura une maladie qui va arriver, je peux ne pas me tromper, mais je ne peux pas vous dire quand, par exemple. Comme un météorologue ne peut pas vous dire si un orage... Enfin, il va vous dire si un orage peut arriver, mais en termes de probabilité. Hein, il y a toujours une incertitude, là. Bon. Donc, on peut être en preuve basse ou robuste, mais en même temps... on peut être en consensus bas ou élevé sur le constat. Et c'est là que le poison des réseaux sociaux et du complotisme des gens qui ont un avis sur tout sans en connaître rien est extrêmement problématique, parce que le consensus qui fait qu'on peut travailler dans la transversalité comme c'est nécessaire ne peut plus marcher dans la mesure où le fait ne fait plus preuve d'une certaine manière. Hein. Donc c'est les fake news, c'est l'infox, c'est tout ce que vous connaissez, malheureusement. Bon, on va passer là-dessus parce que c'est trop rapide, parce que je n'ai pas le temps. Un autre problème, et je termine là-dessus, c'est le problème diabolique des temporalités. C'est que quand on travaille comme ça à plusieurs dans différents domaines, on a un problème de temporalité parce que ce n'est pas la même pour tout le monde. Si je me place du point de vue du campagnol, lui, sa démographie, c'est des cycles de 6 ans. À peu près, 5-7 ans, à peu près, en moyenne 6 ans. Bon. Donc on aura quelques années à basse densité, quelques années à forte densité. L'agriculteur, l'éleveur dans ce cas-là, qui vit dans ce système-là, lui, il a un problème de trésorerie tous les ans. C'est-à-dire qu'à la fin, il a fait des bénéfices ou il est en perte. Bon. Et quand il est en perte, bien c'est paniquant, parce qu'il y a les emprunts remboursés, etc. Enfin, il y a des tas de problèmes. Puis le chercheur, c'est encore autre chose. Lui, on lui demande souvent à chaud un savoir qu'il n'a pas, qu'il doit construire. Et pour le construire, il lui faut du temps. Alors, quel temps il lui faut? Regardez, si un cycle de campagnol, c'est 6 ans, il aura une répétition en 12 ans. 3 répétitions en 18 ans. Bon, je caricature un peu. Mais ça veut dire que le temps du chercheur, il est plutôt le temps du campagnol, parce qu'il faut qu'il l'observe d'une certaine manière. Et derrière le temps de l'analyse des données, il y a le temps de la production des articles qui certifient en quelque sorte, qui sont exposés au pairs, qui certifient que ce qu'on a trouvé est bien quelque chose de solide. Et c'est un temps qui n'a rien à voir avec le temps de l'éleveur, et même pas avec le temps du campagnol d'ailleurs. Hein. Et si on ne s'entend pas au départ sur le fait qu'à un moment donné, on va tous travailler dans la même direction, mais pas à la même vitesse, ou en tout cas avec la même intensité chacun, mais le résultat ne sera pas obtenu avec la même vitesse, eh bien on a vite des malentendus qui peuvent se dégénérer en conflit. Hein, donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, c'est ma conclusion, c'est qu'en fin de compte, je vous ai dressé un tableau qui paraît noir. Non, on pointe les poignées, les endroits où on peut agir. On les connaît maintenant, on ne peut pas dire qu'on ne les connaît pas. Bon. Après, comment on va se mettre en place, comment on va mettre en place l'action, ça c'est la seule question qui compte. Hein. Et là, c'est à chacun et à chacune de jouer au niveau où on peut jouer, au niveau local, au niveau national et au niveau international quand on a l'occasion de le faire. Mais qu'on n'entende plus maintenant, comment dire, qui aurait pu prévoir, et qu'on n'entende plus maintenant qu'il n'y a pas de solution. C'est-à-dire qu'on va vers un autre monde, mais un monde qu'on peut accompagner, qu'on peut probablement rendre agréable. Ça ne sera pas le même qu'avant, mais ça suppose quelque part une mobilisation que chacun peut faire à son niveau. Voilà. Eh bien, merci pour votre attention. Comme d'habitude, j'ai débordé, désolé.
Et puis, ma foi, vos commentaires, vos questions sont bienvenus. Alors, qui veut poser une question, faire un commentaire? Je vous ai gelé. Oui, j'avais une question par rapport à l'identification des différents acteurs pour résoudre un problème comme le problème que vous avez présenté, Carelli. Vous faites des essais-erreurs ou comment est-ce que vous procédez? Quels conseils vous nous donnez? Alors, des conseils, ça c'est toujours délicat. Mais le constat que je peux faire, c'est que chaque fois qu'on a trouvé une solution, c'est parce qu'il y avait un problème et qu'il y avait au départ un conflit. Alors, pour Carelli, c'était il y a un collectif qui s'appelait le collectif Renard, qui militait pour la protection du renard et qui avait en face de lui des professions partagées, on va dire. Il y avait les piégeurs qui disaient nous, on veut piéger le renard. Il y avait les agriculteurs, éleveurs. Alors ça, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y en avait qui disaient le renard, il nous est utile parce qu'il mange des campagnols. Puis il y avait d'autres qui disaient, c'est parfois les mêmes, pas au même moment, qui disaient oui, mais quand il vient dans ma ferme, il défèque partout, il risque de m'apporter les quinococos alvéolaires, etc. Le monde de la chasse n'était pas pour ni trop contre, mais enfin, ils aimaient bien garder leur liberté, c'est-à-dire de pouvoir avoir le statut ESOD. Et donc, ça s'est changé des noms d'oiseaux dans un truc très officiel qui s'appelle la commission départementale chasse-faune sauvage. Et donc, c'est fort de ce conflit-là que nous, en tant que chercheurs, on a joué les casques bleus en leur disant écoutez, ce que vous affirmez, on ne le sait pas, et on ne le sait sûrement pas dans le contexte régional. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on se mette ensemble pour établir des protocoles d'observation qui permettent au moins d'établir les constats? Ça a démarré comme ça. Donc, vous voyez, c'est le conflit qui amène avec des gens raisonnables à mettre ensemble les acteurs, les parties prenantes. Deuxième exemple, alors là, on remonte beaucoup plus haut dans le temps, c'était les problèmes de campagnol et de bromadiolone. Alors, au départ, ça a commencé par le problème de campagnol. L'année 70, tout d'un coup, il y a des populations de campagnols à échelle régionale. Donc la profession agricole s'en émeut, bien entendu, s'adresse au gouvernement, qui s'adresse à l'INRA, qui envoie des chercheurs. Bon. Avec dans l'espoir pour la profession agricole que ça soit une poudre de perlimpinpin, un pesticide de plus qui permettrait de se débarrasser des campagnols dans la parcelle où on a un problème. Donc on a vite vu, alors il y a des tas de problèmes, ça on pourrait faire une conférence rien que là-dessus. Je passe vite, on a vu que la poudre de perlimpinpin n'était pas possible, que l'épulation tenait aux changements de pratiques qui sont celles que j'ai décrites tout à l'heure, c'est-à-dire la révolution verte, le fait qu'on a spécialisé les zones du Haut-Doubs sur la production de lait, mais avec une performance agronomique qui était bien plus forte, parce qu'on est passé de 2 tonnes à l'hectare en foin, en matière sèche, à 6-7 tonnes maintenant et plus. Donc forcément, on a produit plus, donc on a produit plus pour les vaches, mais pour les campagnols aussi. Donc c'était bien le système qu'il fallait retransformer. Donc ce système, il a abouti à un conflit, c'est-à-dire qu'on a traité à la bromadiolone n'importe comment, malgré un certain nombre de préconisations. Ça s'est terminé à la télé avec Jean-Pierre Coff qui a parlé du comté à la bromadiolone. Alors là, tout le monde s'est dit, enfin, du moins dans le monde agricole, ça c'était un choc, parce que si on touchait au comté, c'était terrible. Et là, tout le monde s'est remis autour de la table, chasseurs, ONG naturalistes, chercheurs, bien sûr agriculteurs, pour essayer de voir comment on pourrait trouver des solutions. Et donc, on avait une situation où là, on avait les acteurs autour de la table qu'on pouvait faire travailler en transversal. Vous voyez, c'est à nouveau le conflit qui a amené la situation. Il y a pas, à mon avis, on peut difficilement faire travailler les gens s'il n'y a pas une tension entre eux au départ. Alors, ce n'est pas gai, parce qu'on aimerait bien pouvoir éviter ça, mais il faut savoir aussi récupérer des fois les conflits. Voilà. Donc, chercher le conflit. Bon, ouais. Peut-être qu'à force, on arrivera à travailler autrement, mais bon. Alors, on a une autre question ici. Merci. Dans vos derniers tableaux, les écosystèmes forestiers, dans leur diversité et leur complexité, semblent apporter à la fois des éléments d'information et également des éléments de solutions intéressants. Et la gestion forestière, j'ai été un peu ingénieur forestier dans ma vie,
semble évoluer vers des pratiques de gestion que l'on peut interroger, tant, disons, dans les pays européens que dans d'autres. Est-ce que vous pouvez ou pas nous donner quelques éléments, disons, d'information et de réseaux intéressants? Moi, j'en connais, mais j'en parle pas pour le moment. Oui, si vous en connaissez, ça serait intéressant quand même. Surtout si vous êtes professionnel. Moi, il me semble que pour le moment, le monde forestier est très inquiet du réchauffement climatique. Donc, je demande quelles seront nos forêts dans 50 ou 100 ans. Un forestier, il raisonne à 50 ans au moins, et plus. Hein. Bon, alors là-dedans, il y a du bon puis il y a du mauvais. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'accrochent au fait qu'on trouvera des solutions pour rien bouger. Ça, c'est pas possible. Il y a des gens qui disent il faut qui se rendent compte que la biodiversité est importante, qui disent ne faut pas qu'on mette tous nos œufs dans le même panier, donc on va mettre un panel d'essence dont on peut supposer qu'au moins une ou deux vont subsister. Ça peut craindre quand on commence à dire on va aller chercher des arbres en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud pour les planter, pour voir s'ils résistent. Ça craint moins quand on dit dans 50 ans, on aura à peu près le climat de Madrid au niveau de Lyon. Donc, on va s'inspirer des forêts de Madrid pour le moment pour les préparer. Donc, à nouveau, je crois qu'il n'y a pas... comme partout, il y a du bon et du mauvais. Mais par contre, et c'est vrai aussi pour le monde agricole, pratiquement tout le monde est conscient des problèmes qui vont se poser. Mais vous en pensez quoi, vous, de ce qui se passe? Allez-y. Oui, si vous voulez, parmi les problèmes qui se posent, les analyses qui sont faites sur l'augmentation ou la diminution de la production forestière de l'accroissement annuel sont préoccupants, au niveau en particulier de la France. Et par ailleurs, les différents modes de gestion, et en Franche-Comté, on a quand même une histoire intéressante sur les modes de gestion en forêt irrégulière, en forêt jardinée, qui sont des traditions, ont montré des exemples pertinents. Mais on voit aussi que les effets de l'eau et du climat, en particulier dans le Haut-Jura, dans le Haut-Doubs, ont conduit les essences qui étaient des essences connues, comme l'épicéa par exemple, à subir des effets extrêmement défavorables. Quoique, là aussi, il y aurait des choses à dire sur cette façon. Donc, les deux mouvements qui permettent de répondre en partie s'appellent effectivement ProSilva, qui est une structure de gestion forestière, de propriétaires, d'experts et de citoyens. Et il y a un autre réseau qui s'appelle le Réseau pour les alternatives forestières, qui lui aussi propose des itinéraires qui, comme vous l'avez montré, associent l'ensemble des partenaires intéressés, pas seulement les forestiers, mais également les exploitants, les bûcherons, les scieurs et les citoyens. Donc c'est des pistes qui sont intéressantes, qui montrent quand on fait ensemble. Et votre dernier tableau sur la robustesse et sur la complexité était pertinent sur ce plan-là. Oui. Oui, je suis en train de regarder les tableaux que je vous ai loupés. Il y en a que je voudrais bien vous montrer, mais je n'avais pas le temps. Tant pis. Ah si, il doit être là. Non, je ne l'ai pas mis. Si. Non, je ne l'ai pas mis. C'était celui sur la confiance. Qui est clé, parce qu'il y a toutes sortes de confiance. Et bon, ça fait partie du paysage, quoi. Mais c'est vrai qu'à force de trimballer des fake news, des infox, etc., et de croire n'importe quoi, ça rompt les chaînes de dialogue qui pourraient s'installer sur du factuel. Voilà. Ok, on va arrêter là et te remercier encore une fois, Patrick, pour ta présentation.